Les ballons lavandes flottaient doucement sous un ciel bleu sans nuages, alors que je marchais vers la maison de mon ami d'enfance pour sa fête prénatale. 20 ans d'amitié avec Camille m'avaient appris à reconnaître ces petits signes, cette infime courbe de ses lèvres quand elle voulait dissimuler quelque chose, cette inclinaison étudiée de sa tête lorsqu'elle cherchait à attirer l'attention. Mais aujourd'hui, quelque chose sonnait faux. Mon mari, Damien, médecin de profession, le percevait aussi. Son regard, entraîné à repérer ce que les autres manquent, balayait les invités et les détails avec une précision silencieuse. Quand il a serré ma main et murmuré « On doit partir maintenant », j'aurais dû l'écouter. Mais j'ai réagi comme d'habitude. J'ai trouvé des excuses à Camille, j'ai minimisé. Ce n'est que sur le chemin du retour que Damien a prononcé 3 mots qui ont fissuré les fondations de ma plus vieille amitié. 3 mots simples, impossibles à croire. Ce que j'ignorais alors, c'était jusqu'où allait la supercherie, ni ce que ça me coûterait de découvrir la vérité sur celle que je croyais connaître mieux que quiconque. Avant de continuer, merci d'être là. Merci d'écouter ces histoires de liens brisés, de vérités dévoilées et de résilience silencieuse. Si toi aussi tu penses que chaque femme mérite d'être entendue, même quand sa vérité dérange, abonne-toi. C'est gratuit et ça nous aide à faire résonner ces récits auprès de celles qui en ont besoin. Revenons au début. En arrivant dans l'allée circulaire de leur maison en banlieue, les graviers crissaient sous les pneus. La façade était décorée de guirlandes crème et lavande, avec des grappes de ballons qui dansaient dans la brise printanière. Des voitures à taille-thésaïre bordaient la rue, bien plus que prévu pour une réception censée être intime. On dirait que tout le quartier est là, a soufflé Damien en ajustant le col de sa chemise. Il avait été étrangement silencieux pendant tout le trajet, les mains crispées sur le volant. « Tu connais Camille ?» ai-je répondu. « Elle ne fait jamais les choses à moitié. » Il a hoché la tête, l'air préoccupé. D'habitude, c'est lui le plus sociable entre nous, celui qui bavarde dans les files d'attente, qui connaît les prénoms des chats des voisins. Mais aujourd'hui, il semblait en alerte. « Tu te sens bien ?» lui ai-je demandé, posant la main sur son bras. « Juste un peu fatigué », a-t-il répondu avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Il revenait d'une garde de nuit, alors j'ai laissé couler. Je ne voulais pas débuter la fête avec une dispute. En montant le chemin bordé de haies taillées, mes bras chargés d'un panier rempli de bodys en coton bio, de livres pour enfants et d'une couverture que j'avais tricotée pendant des semaines, la porte s'est ouverte avant même que nous puissions frapper. « Sarah !» a crié Camille, les bras grands ouverts. Elle portait une robe rose pâle qui glissait jusqu'au sol, ses cheveux blonds ondulant sous une couronne de fleurs, son maquillage impeccable. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine sur la maternité, le genre qui vend du rêve avec de faux ventres de grossesse. « Tu es splendide !» ai-je soufflé, en tendant le panier à Damien pour pouvoir la serrer dans mes bras. Mais Camille m'a tenue à distance, son corps légèrement tourné. « Ne presse pas le bébé !» a-t-elle ri en tapotant son ventre avec une fierté qui semblait un peu trop mise en scène. Je me suis efforcée de sourire. Damien, lui, balayait déjà la pièce du regard, méthodique. Le salon avait été transformé, composition florale partout, photographe professionnel qui immortalisait des instants spontanés, bar à mocktail derrière un comptoir en marbre. Au mur, un néon rose annonçait « C'est une fille » en lettres cursives. « C'est impressionnant », ai-je murmuré. « Camille, ça a dû coûter une fortune. » Elle a haussé les épaules. « Ne t'en fais pas, tout a été offert. Les gens sont incroyablement généreux. » Le sourcil de Damien s'est légèrement levé, mais il n'a rien dit. C'est à ce moment-là qu'Édouard, le mari de Camille depuis 3 ans, est arrivé avec 2 coupes à la main. Grand, mince, les tempes grisonnantes, il tendit un verre à Damien. « Pour ceux qui ne sont pas enceints », plaisanta-t-il avec un accent du Sud bien prononcé. « Félicitations », répondit Damien en trinquant. « Premier enfant, hein ? Un gros changement en perspective. » Édouard hocha la tête,
mais son regard glissa vers Camille. Quelque chose passa entre eux. Un échange d'une fraction de seconde. Une tension à peine perceptible. « Sarah !» Une voix familière m'interpella depuis le fond de la pièce. Océane fendit la foule, ses boucles brunes sautillant à chaque pas, suivies de près par Lou et Baptiste. Notre ancien cercle du lycée, réuni à nouveau. « Ça fait une éternité !» s'exclama Lou en m'enlaçant. Sa silhouette élancée était enveloppée dans une robe bohème. Des taches de peinture encore visibles sur ses doigts, malgré un nettoyage visible de dernière minute. « 6 mois, c'est pas l'éternité, ai-je rétorqué. En tant d'artiste, c'est une décennie, plaisanta-t-elle. Océane resta un peu en retrait, nous observant avec cette attention analytique qu'elle a développée depuis qu'elle est devenue thérapeute. « Comment va ton centre de consultation ?» me demanda-t-elle. « Toujours aussi actif, répondis-je. Les gens ont plus que jamais besoin d'écoute. » Baptiste, le petit frère de Camille, se tenait légèrement en retrait. Il avait bien changé depuis le lycée, troquant ses airs d'ado maladroit pour une allure assurée. « Ça fait plaisir de te revoir, dit-il, ses yeux s'attardant sur les miens un instant de trop. « Toi aussi, répondis-je, consciente du regard que Damien nous lançait depuis le fond de la pièce. Camille frappa dans ses mains. « Maintenant que Sarah est là, je peux vous montrer la maquette de la chambre du bébé. Le designer a terminé les visuels hier. » Elle nous entraîna à l'étage en parlant de peintures écologiques et de bois certifiés. Damien se glissa à mes côtés, frôlant mes doigts des siens. « Tu remarques quelque chose ?» murmura-t-il. « Quoi donc ?» répondis-je à voix basse. Il secoua la tête. « Rien. » Plus tard. La chambre avait été transformée en un rêve pastel. Un lustre en cristal suspendu au-dessus d'un berceau sculpté à la main, des murs peints d'une forêt enchantée où gambadaient faons et lapins, un fauteuil en velours près d'une bibliothèque déjà garnie de classiques pour enfants. « C'est magnifique, souffla Lou. Oui, vraiment. Acquiesçai-je, même si une question me trottait en tête. Ce niveau de luxe ne collait pas avec le style habituel de Camille et Édouard. Elle dirigeait une petite association, lui travaillait dans l'édition. Cette chambre devait coûter plus cher que 3 mois de leurs revenus combinés. La plupart des éléments ont été offerts par des marques partenaires de notre initiative pour la santé maternelle, expliqua Camille, comme si elle lisait dans mes pensées. Elles veulent mettre leurs produits en valeur. Pratique, commenta Océane, son scepticisme professionnel perçant à travers son ton. Le sourire de Camille se figea un instant. C'est du réseautage, le bon genre. Pendant que les autres s'extasiaient sur le papier peint sur mesure, j'observais Damien debout dans l'encadrement de la porte. Son téléphone à la main, il prenait discrètement des photos de la pièce, zoomant sur certains détails. Quand nos regards se croisèrent, il rangea rapidement l'appareil. En bas, la fête battait son plein. Les jeux se succédaient, des cartes de conseil étaient remplies à la chaîne et les cadeaux s'empilaient sur une grande table qui semblait sur le point de s'effondrer. Mais à travers tout cela, Damien restait en retrait, silencieux, les yeux en mouvement, son téléphone vibrant régulièrement sous ses doigts. Son attitude tranchait tellement avec sa personnalité habituelle que je finis par le confronter près du bar à mocktail. « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Il haussa les épaules, le regard toujours ailleurs. « Rien. Juste fatigué. »« Tu dis ça depuis tout à l'heure, mais tu agis bizarrement. Tu n'as presque parlé à personne. » Il poussa un soupir, passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolé. J'ai juste remarqué des choses qui ne collent pas. » Avant que je puisse insister, le photographe nous appela pour la photo de groupe. On s'organisa autour de Camille, qui se plaça pile au centre, les mains posées sur son ventre comme s'il contenait un trésor sacré. Alors que le compte à rebours débutait, Damien recula discrètement, attiré par quelque chose ou quelqu'un de l'autre côté de la salle. Ses yeux se plissèrent. Il sortit son téléphone et se mit à écrire rapidement. Je suivis son regard. Un homme d'une 50aine d'années,
cheveux poivre et sel, lunettes discrètes, se tenait près de la table à cadeaux. Il fixait Camille d'un air que je n'arrivais pas à interpréter. « Tu le connais » murmurai-je à Lou. Elle haussa les épaules. « Peut-être un collègue d'Édouard ? Ou un ami de la famille ?» La séance photo prit fin, et ce fut au tour de la mère de Camille de prendre la parole. Madame Évelyne Dubois, femme à l'élégance stricte et au visage sculpté par la chirurgie esthétique, leva son verre. Quand Camille m'a annoncé qu'elle attendait enfin un enfant, j'ai pensé à tous ces silences, à toutes ces années d'attente. Cette petite fille est une bénédiction. La salle éclata en applaudissements. À côté de moi, Damien se figea. « On doit partir, dit-il d'une voix grave, presque urgente. « Quoi ? Tu plaisantes ? On ne peut pas juste partir comme ça au beau milieu de… » Sa main attrapa la mienne, son regard cherchant le mien avec une intensité qui me glaça. « Fais-moi confiance. On doit partir maintenant. C'est la fête de ma meilleure amie, Damien. Je ne peux pas… Je t'expliquerai dans la voiture, s'il te plaît. » Il n'avait pas l'air affolé, mais sûr, implacable. J'ai cédé. J'ai rapidement inventé une excuse, un imprévu à l'hôpital. Camille a fait la moue, mais a accepté, m'arrachant la promesse d'un déjeuner très bientôt. En m'éloignant de la maison, les ballons lavandes dans le rétroviseur, je me suis tournée vers Damien. « Tu as intérêt à avoir une très bonne explication. » Ses mains étaient crispées sur le volant. « Ce n'est pas une bonne nouvelle, Sarah. » Pas du tout. En reprenant la route, le doute s'est infiltré en moi comme un brouillard, estompant toutes les certitudes que j'avais sur Camille. Je la connaissais depuis mes 6 ans. Elle avait été là pour mes premières règles, mes premiers chagrins, mes crises d'angoisse avant les examens, mes préparatifs de mariage. Elle était comme une sœur, plus constante que ma propre famille. Mais elle avait toujours eu un côté théâtral, une manière de rendre publiques ses blessures et ses joies, une soif de mise en scène. Même sa demande en mariage avait été orchestrée pour Instagram. Damien brisa le silence. « Tu te souviens de ce que sa mère a dit ? Une bénédiction après un long silence. » J'ai hoché la tête. Camille n'a jamais parlé de difficultés pour concevoir. « Justement, répondit-il. Mon téléphone vibra. Un message de Camille ? Tu me manques déjà. Déjeuner mardi, Just Girls, j'ai tant de choses à te raconter. » Je l'ai relu plusieurs fois. Tant de choses à me raconter ? Comme si tout ce qu'elle avait déjà montré ne suffisait pas. Le reste du trajet se passa dans un silence méditatif. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, le soleil déclinait, teintant le ciel de nuances orangées. « Et maintenant ?» ai-je demandé. Damien coupa le contact, puis se tourna vers moi grave. « C'est à toi de voir. C'est ta meilleure amie. » J'ai acquiescé lentement. Il faut que je découvre la vérité. Il a posé sa main sur la mienne. Quelle qu'elle soit, on l'affrontera ensemble. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Allongée à côté de Damien, j'ai repassé en boucle tous mes souvenirs récents avec Camille. Sa joie immense au téléphone lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse. La fois où j'avais proposé de l'accompagner à un rendez-vous médical et sa manière habile de décliner. Ses réponses vagues sur la date exacte de l'accouchement ou les recommandations de son gynécologue. Le lendemain matin, alors que Damien partait tôt à l'hôpital, j'ai tourné en rond dans la cuisine, une tasse de café froide à la main. Puis, d'un geste déterminé, j'ai saisi mon téléphone. J'ai ouvert la galerie photo et regardé les images récentes de Camille. Toujours radieuse, toujours les mains sur le ventre. Mais en y prêtant attention, un schéma apparaissait. Toujours des robes larges, toujours de profil, toujours à une certaine distance des autres. J'ai pris une grande inspiration et lui ai envoyé un message. « J'ai laissé mon châle chez toi hier. Je peux passer le récupérer ?» Sa réponse a été immédiate. « Désolée, je ne suis pas là. Rendez-vous médical en ville. Ma sœur Lauriane est là, elle peut t'ouvrir. » Parfait. Lauriane était plus directe, moins dans le contrôle. Si quelqu'un pouvait laisser échapper quelque chose, c'était elle. Je me suis emparée de mes clés
imaginant un châle bleu pâle fictif comme prétexte, et j'ai pris la route. Le trajet jusqu'à chez Camille me parut plus long que d'habitude, chaque panneau routier semblant retarder un peu plus la confrontation que je redoutais autant que je l'espérais. La maison se dressait là, impeccable mais silencieuse. Sans les décorations, sans les rires ni la musique, elle paraissait vide, presque impersonnelle. La voiture d'Édouard avait disparu, seule la petite Citroën usée de Lauriane était garée sous le carport. Je frappais le cœur battant. Lauriane m'ouvrit, en jogging et t-shirt d'une vieille université, les cheveux en bataille. « Sarah, je ne savais pas que tu passais. » Camille m'a dit que je pouvais venir récupérer un châle. Elle pensait qu'il était dans le salon. « Ah, d'accord. Entre, fais comme chez toi. » L'intérieur, sans les invités ni les ballons, semblait figé dans une version édulcorée de la veille. Des restes de petit déjeuner traînaient sur la table basse. Désolée pour le bazar, je ne m'attendais pas à avoir de la visite. Aucun souci, dis-je en balayant la pièce du regard. La fête était magnifique, vous avez dû y passer un temps fou. Honnêtement, presque tout a été fait par l'organisatrice. Camille avait des exigences précises. Ça ne m'étonne pas. Mon regard glissa vers la table à manger. Une bouteille de vin rouge entamé y trônait, à côté d'une assiette avec un reste de steak. Je levai un sourcil. Petit-déj costaud. Lauriane rougit légèrement. Non, c'était pour Édouard hier soir. Du vin rouge et un steak, Camille ne l'a pas partagé. Elle hésita. Et te ? Non. Elle a pris autre chose. Quelque chose de plus grossesse friendly. Elle avait trébuché sur les mots. Noté. Elle m'a dit être en rendez-vous médical ce matin. Lauriane se raidit. Oui, dans une clinique hors de la ville, pour un suivi spécial. Sa voix tremblait un peu. Tout va bien avec le bébé ? Ai-je demandé, mes yeux fixés sur elle. Oui, bien sûr. Tout était normal. La réponse avait fusé trop vite. Je peux jeter un œil à l'étage. Mon châle a peut-être fini dans la chambre du bébé. Bien sûr. Je viens avec toi. Elle m'emboîta le pas un peu trop vite. La chambre était telle que la veille, parfaite, intacte. Rien n'avait été déballé. Les meubles encore sous plastique, les vêtements avec leurs étiquettes. Même le matelas était encore emballé. On dirait une vitrine, murmurai-je en passant la main sur la commode. Camille veut tout parfait avant d'installer quoi que ce soit, expliqua Lauriane. Tu la connais. Je pensais la connaître, répondis-je doucement. Elle fouilla dans le placard à la recherche du châle inexistant. Mon regard se posa sur un petit carnet à moitié glissé derrière la table à langer. Dès qu'elle eut le dos tourné, je le pris discrètement et le glissai dans mon sac. « Rien ici, dit-elle. Peut-être en bas ?» Je hochai la tête et nous redescendîmes. J'ouvris quelques placards, simulant des recherches. Je dois filer, en fait. Il est sûrement dans ma voiture. Je dirai à Camille que tu es passé. Merci. Sur le pas de la porte, je me retournai. Lauriane, tout va vraiment bien ? Camille a l'air différente ces derniers temps. Une ombre passa dans son regard. Elle traverse beaucoup de choses. Mais elle s'en sortira. Elle s'en sort toujours. Alors que je regagnais ma voiture, des voix attirèrent mon attention depuis le côté de la maison. Je me faufilai derrière un grand buisson d'hortensia. La voix de Camille, tranchante, claire. Je me fiche de ce qu'il pense. Ce sera fini une fois que le virement sera passé. Mon sang se glaça. Un virement ? Le ton changea. Des bribes. On ne recule pas maintenant, et trop d'efforts déjà investis. Un bruit de pas sur les graviers me fit reculer vers ma voiture en vitesse. Je montai dans l'habitacle juste au moment où Camille tournait le coin de la maison, téléphone à l'oreille, l'air déterminé, presque froid. Elle ne touchait pas son ventre. Elle marchait, libre, légère. Je démarrai aussitôt, le cœur battant la chamade. Dans mon rétroviseur, elle restait figée, me regardant partir. Sa main libre pendait le long de son corps.
vide. Une fois hors de vue, je me suis arrêtée sur un parking désert pour appeler Damien. Tu avais peut-être raison, ai-je soufflé dès qu'il a décroché. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix était pleine d'inquiétude, même à travers le téléphone. Je suis allée chez elle. J'ai trouvé un carnet. Et j'ai entendu Camille parler d'un virement qui devait clôturer toute l'histoire. Silence. Tu as vu des documents médicaux? Non, mais Lauriane était étrange. Il y avait du vin rouge et de la viande saignante sur la table. Et la chambre du bébé. Damien, rien n'était ouvert. Tout est encore sous emballage. Garde le carnet, il pourrait servir de preuve. Preuve de quoi? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. De quoi penses-tu qu'il s'agit? Sa voix s'assombrit. Meilleur scénario, une dérive mentale. Pire scénario, une escroquerie bien orchestrée. Après avoir raccroché, je suis restée un long moment dans ma voiture, le carnet de Camille posé sur mes genoux. L'ouvrir me paraissait une trahison, mais ne pas l'ouvrir aurait été une forme de complicité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné la première page. Ma très chère fille, tu n'es pas encore dans mes bras, mais tu vis déjà dans mon cœur. Chaque jour me rapproche de toi. Ils ne comprennent pas. Ils me disent que ce n'est pas possible, que je dois accepter la réalité. Mais les mères savent. Les mères savent toujours. Le texte datait d'il y a 3 ans. Les pages suivantes étaient des lettres, certaines pleines d'espoir, d'autres de rage, d'angoisse. La plus récente, datée de 2 semaines, me glaça. Ma fille miracle. Ils y croient enfin. Les dons affluent. Bientôt nous aurons tout ce qu'il faut pour t'accueillir comme tu le mérites. Encore un peu de patience. Personne ne pourra jamais t'enlever à moi. 3 ans. Camille et Édouard étaient mariés depuis à peine quelques mois à l'époque. Avait-elle réellement été enceinte? Une fausse couche? Un traumatisme silencieux? Mon téléphone vibra. Un message de Camille. Je t'ai vu partir tout à l'heure. As-tu retrouvé ton châle? Je suis restée figée, incertaine de ce que je devais répondre. Puis un deuxième message est arrivé. Sarah, je dois te parler. Il y a quelque chose que je n'ai encore jamais dit à personne. Peux-tu me retrouver demain quelque part de discret? Je te fais confiance. Mon cœur s'emballa. Était-ce la vérité qui arrivait enfin? Ou un nouveau chapitre dans une mise en scène interminable? Je tapais ma réponse, les mains légèrement tremblantes. D'accord, dis-moi l'heure et l'endroit. La réponse fut immédiate. Le chalet du lac de Brénac, midi. Viens seul. Le chalet. Leur maison de vacances, isolée, sans voisins à proximité. L'endroit idéal pour une confession ou une confrontation. J'ai redémarré ma voiture, le carnet toujours bien calé dans mon sac, et j'ai repris la route vers chez nous, le poids de 20 ans d'amitié reposant sur mes épaules comme un fardeau qu'on ne peut plus porter seul. Quand je suis rentrée à la maison, Damien était déjà là, encore en tenue de travail, les traits tirés par la fatigue. Un simple regard échangé entre nous a suffi. Il savait que j'avais découvert quelque chose. « Tu as trouvé des réponses » demanda-t-il sans détour. Beaucoup trop, et pas assez à la fois. Je me suis installée à la table de la cuisine et lui ai tendu le carnet. Il l'a lu en silence, son visage se durcissant à chaque page. Lorsqu'il eut fini, il referma le journal et le posa entre nous, comme un objet dangereux. « Quoi que tu t'apprêtes à affronter demain, dit-il doucement, fais attention. Si elle vit dans ce mensonge depuis 3 ans, elle n'est plus vraiment la même Camille. Elle reste mon amie, ai-je soufflé, bien que je n'étais plus sûre de ce que cela signifiait. Elle l'était, rectifia-t-il. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'elle sache elle-même où commence la réalité. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai laissé un message vocal à Damien. Tu avais raison sur tout. Et j'ai peur de ce que je vais découvrir demain. Dans mon sommeil agité, je me suis vue dans la chambre de bébé, vide, regardant Camille bercer une couverture sans rien dedans, chantant une berceuse à une présence invisible. Le lendemain matin, j'ai pris la route du lac de Brénac. 40 minutes de trajet,
chaque virage resserrant l'étau dans ma poitrine. Damien avait proposé de m'accompagner, mais j'avais besoin de faire cela seule. Le soleil brillait sur l'eau calme, les pins bordant le chemin menant à l'ancien chalet familial. J'y avais tant de souvenirs, les étés d'enfance, les baignades, les confidences sur l'avenir. Aujourd'hui, tout cela me paraissait lointain, presque étranger. En approchant, j'ai aperçu la voiture blanche de Camille garée sous l'auvent. Plus de retour possible. Je suis montée sur le perron. Avant même que je ne frappe, la porte s'est ouverte. Camille se tenait là. Pas de ventre arrondi, pas de maquillage, pas de robe élégante, juste une simple robe blanche, des cernes sous les yeux, un regard éteint. « Tu sais, dit-elle, ce n'était pas une question. » J'ai hoché la tête. Elle se décala pour me laisser entrer. Je n'aurais jamais dû sous-estimer Damien. Les médecins voient toujours ce que les autres ne voient pas. Le chalet était plongé dans une lumière tamisée, les volets à demi fermés. Camille alla s'asseoir sur le vieux canapé en cuir, repliant ses jambes sous elle comme elle le faisait à l'université. « Tu me détestes » demanda-t-elle. Je restai debout, sans réponse. « Je ne te déteste pas. Mais je ne te comprends plus. » Elle esquissa un rire sans joie. « Moi non plus. » Elle versa de l'eau dans un verre. « Pas de vin, pas de mise en scène. Je n'ai pas toujours menti, tu sais. L'an dernier, j'étais réellement enceinte. » Mon souffle se coupa. « Quoi ? » 8 semaines. On n'avait rien dit. On attendait la fin du premier trimestre. Sa voix était plate, sans émotion. Et puis, j'ai fait une fausse couche. C'était un mardi. Édouard était à Bruxelles. J'étais seule. « Pourquoi tu ne m'as pas appelée ?» Elle haussa les épaules. « Tu venais d'avoir cette promotion. Tout le monde était fier de toi. Je ne voulais pas voler ta lumière. » Cette vieille dynamique, ce poids culpabilisant de notre amitié, ressurgit aussitôt. Après ça, j'ai sombré, mais en silence. Même Édouard ne comprenait pas. J'ai commencé à parler à ce bébé comme si elle était encore là, à acheter des affaires, à faire des plans. Camille regarda son ventre plat. Au début, Édouard pensait que c'était le chagrin. Et puis, il m'a vu paniquer avant un événement de collecte de fonds. J'étais incapable de parler. Et là, il m'a dit « Tu n'as qu'à leur dire que tu es enceinte. Ça te donnera du temps. » Ma gorge se serra. « Il t'a encouragé ?» Pas exactement. Il m'a laissé croire que ça nous aiderait. Un petit mensonge temporaire. Et ensuite, les dons sont arrivés. Les regards d'admiration. L'amour que je ressentais enfin à nouveau. Alors j'ai continué. Elle se leva et alla chercher un dossier qu'elle déposa devant moi sur la table basse. Regarde par toi-même. À l'intérieur des documents officiels, des reçus, des relevés bancaires, des dons, des entreprises, des fondations, des particuliers. Tous avaient versé de l'argent à l'association que Camille avait fondée, Espoir maternel, un organisme dédié à l'accompagnement des femmes en difficulté pendant la grossesse. L'association était réelle, dit-elle, comme pour se défendre. Les actions aussi. Nous avons distribué des kits de naissance, organisé des ateliers, financé des échographies gratuites. Mais ce qu'ils croient être vrai ne l'est pas. Elle tira plusieurs chèques du dossier. Le fonds Lagrange, le cercle Héloïse, le groupe Santé Émergence. Tous ont perdu un enfant. Un petit-fils, une sœur, un neveu. Ils croient que je comprends leur douleur. Je compris d'un coup. Elle avait tissé une histoire de deuil autour d'une grossesse inventée. Et en échange, elle recevait des dons. Donc la fête d'hier, c'était une levée de fonds. Elle hocha la tête. Chaque décoration, chaque cadeau, chaque traiteur, tout sponsorisé. Ils veulent de la visibilité. On leur offre un événement. Nous, on récupère des ressources pour les familles qu'on aide. Ma tête tournait. C'était une manipulation, certes, mais avec des effets réels. C'était ce mélange insidieux entre le mensonge et l'impact qui rendait tout cela si difficile à cerner. Mon téléphone vibra. Damien. Un message.
Le docteur Ménard a envoyé un signalement. Il parle de fraude. Mon estomac se noua. Camille me fixa. Qui d'autre est au courant? Édouard. Lauriane a des doutes. Et maintenant, les autorités. Son visage se vida de couleur. Je ne peux pas aller en prison. Si l'association s'effondre, ce sont des dizaines de femmes qui perdent leur soutien. Tu aurais dû y penser avant de transformer ta douleur en mise en scène. J'allais l'arrêter, dit-elle précipitamment, dès que le dernier virement du fonds Lagrange était validé. Il doit financer une unité mobile d'échographie. Ensuite, j'aurais annoncé une perte, une fausse couche. Avec assez de tact et de tristesse, personne ne doutera. Mon sang se glaça. Ce n'était pas de la folie, c'était de la stratégie, calculée, froide. Et toutes les personnes qui t'aiment, qui ont cru en toi, qui t'ont accompagné dans cette histoire. Elles s'en remettront. Les gens oublient vite. Pas moi. Quelque chose dans son regard se brisa. Tu es la seule à ne pas m'avoir laissé tomber. Tu es la seule à pouvoir comprendre. Je sentais le poids des années, les souvenirs de notre adolescence, les secrets partagés, les premiers amours, les nuits blanches à rêver d'un avenir lumineux. Et maintenant j'étais là, face à une femme que je ne reconnaissais plus. Je vais y réfléchir, dis-je en attrapant mon sac. Mais cette mascarade s'arrête aujourd'hui. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'un désespoir que je ne savais plus comment interpréter. Sur le chemin du retour, je sentais encore sa voix me suivre, comme un écho fantomatique. Et je savais sans aucun doute que la suite allait tout changer. Damian m'attendait dans la cuisine quand je suis rentrée. À ma tête, il a tout de suite compris. « Elle t'a dit la vérité ?» J'ai hoché la tête, vidée. « Assez, oui. Et ce n'est pas joli. » Je lui ai raconté l'essentiel, les dons, le plan, la stratégie. Il a écouté sans m'interrompre, les bras croisés, le regard sombre. Elle ne voit même pas ce qu'elle a fait de mal, ai-je conclu. Il a poussé un long soupir. Elle voit, mais elle pense que le but justifie les moyens. Le lendemain, une alerte surgit sur mon téléphone. Un post sur un forum communautaire. Alerte fraude, une responsable d'association simule une grossesse pour obtenir des dons. Je ne l'avais pas écrit, Damien non plus. Mais le secret était dehors. Les captures d'écran se multipliaient, les messages s'enflammaient. En quelques heures, toute la ville était au courant. Le journal local reprit l'affaire. Les commentaires affluaient. Certains évoquaient une instabilité mentale, d'autres réclamaient des poursuites pénales. « Comment ça a fuité ?» demanda Damien ce soir-là. Il était rentré du travail, encore vêtu de sa blouse. « Tu n'as parlé à personne, hein ?»« Juste à une personne, Madame Lagrange, la donatrice. Mais elle n'aurait jamais lancé ça, elle était horrifiée, humiliée. » Il haussa les épaules. Peut-être Lauriane. Peut-être un invité qui avait un doute. Peu importe. Le mal est fait. Le lendemain, une lettre manuscrite fut déposée dans notre boîte. Je reconnus l'écriture de Camille. « Sarah, je sais ce que tu as fait. Tu étais censée me protéger. Je t'ai confié mon secret et tu l'as utilisé contre moi. Comme tous les autres. Tu prétends être loyal, mais tu n'attendais que ma chute. Félicitations. Tu as tout détruit. Pas d'excuses. Juste des reproches. Une rage sourde. Une mémoire me revint. Au lycée, Camille s'était évanouie en pleine cantine, après une rupture. Ambulance. Panique. Et plus tard, en privé. Je voulais juste qu'il voie à quel point il m'avait brisée. J'avais pardonné. Comme toujours. Les vêtements qu'elle ne rendait jamais. Les petits amis qu'elle séduisait. Les soirées annulées à la dernière minute. Toujours avec ce même sourire qui faisait oublier la colère. Mais aujourd'hui, c'était différent. Une trahison trop grande. Une manipulation trop profonde. La sonnette retentit. C'était Lou, en jean et t-shirt, l'air vidé. « Est-ce que je peux entrer ?» J'ai hoché la tête. Elle s'est laissée tomber sur une chaise.
Je me sens tellement idiote. Je lui ai prêté 3 000 € pour la chambre du bébé. Elle m'avait dit qu'un gros contrat de design allait tomber, qu'elle devait payer un acompte au menuisier. Mon cœur s'est serré. Tu n'es pas idiote. Elle m'avait toujours remboursé jusque-là, et elle était tellement enthousiaste. Elle m'avait même envoyé des photos d'un papier peint qu'elle disait avoir commandé. Ses yeux se remplirent avec de larmes. Il n'y a pas de bébé, hein? Non. Et il n'y en aura jamais. Elle a fait une fausse couche l'année dernière. Le reste, j'ai soupiré. Le reste, c'est une mise en scène. Est-ce qu'elle a demandé de l'argent à d'autres? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Après le départ de Lou, j'ai immédiatement appelé Océane. Elle a décroché à la première sonnerie, sa voix déjà pleine de gravité. Je savais que tu m'appellerais. Tu veux savoir si elle m'a demandé de l'argent aussi? Oui. Pas directement. Elle a parlé longuement de son association, de son envie d'y intégrer un accompagnement psychologique, de combien je serais parfaite pour ça. Elle a évoqué une petite rémunération symbolique, mais je sentais qu'elle cherchait autre chose. Elle soupira. Je lui ai proposé du bénévolat, elle avait l'air déçue. J'ai senti ma gorge se serrer. En tant que pro, tu dirais que c'est quoi ce qu'elle vit? Honnêtement, ça ressemble à un syndrome de Munchausen, mais inversé. Pas elle-même malade. Elle crée un rôle de mère endeuillée, de femme forte, de survivante. Elle attire la compassion, les dons, l'admiration. C'est une forme de construction identitaire autour d'un mensonge. Et si personne ne la confronte, ça s'aggrave. Le mensonge grossit, jusqu'à l'effondrement. Tu sais si quelqu'un a eu des nouvelles d'elle depuis que tout a explosé? Non, pas depuis le poste. Elle est silencieuse. 1 heure plus tard, c'est Gaspard, le frère de Camille, qui m'a appelé. Sa voix était tremblante. « Tu as eu des nouvelles de ma sœur ?»« Pas depuis 2 jours. Pourquoi ?» Elle m'a appelé hier soir. Elle pleurait. Elle était incompréhensible. Et maintenant, elle ne répond plus. Il marqua une pause. Je savais que quelque chose n'allait pas. Depuis des mois, mais je n'avais pas de preuves. Et mes parents refusaient de me croire. Ce n'est pas ta faute. Si, c'est ma sœur. J'aurais dû insister. Et maintenant la police est impliquée. Plusieurs donateurs ont porté plainte. Et Sarah, elle a vidé tous ses comptes ce matin. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Tu veux dire qu'elle a disparu? Oui, elle est partie. Et elle a laissé Édouard derrière elle. Lui, il ne semble même pas inquiet. Juste furieux. Après avoir accroché, j'ai immédiatement appelé Damien. Camille a disparu. Quoi? Plus de compte, plus de téléphone, aucune nouvelle. Il resta silencieux quelques secondes. Elle pourrait venir chez toi. Chez moi, pourquoi ferait-elle ça? Elle me rend responsable de tout. Justement, tu es son ancrage. Tu l'as toujours été. Quand tout s'effondre, les gens reviennent vers ce qu'ils connaissent. Ces paroles résonnèrent longtemps après qu'on ait raccroché. Je passais la soirée à tourner en rond. À chaque bruit dehors, je regardais par la fenêtre. La pluie commença à tomber vers 21 heures. Légère d'abord, puis intense. Damien avait été appelé en urgence à l'hôpital. J'étais seule. Vers minuit, alors que j'allais me forcer à dormir, quelqu'un frappa. Faiblement. 1 fois, puis une 2e. J'approchai à pas de loup, je regardai par le judas. Camille, trempée. Les cheveux collés au visage, sans maquillage, sans masque. Juste Camille. Elle ne disait rien. Elle ne bougeait pas. Puis elle s'effondra contre moi, comme une poupée brisée. Je la rattrapais, son corps glacé et léger. Trop léger. Pour une femme censée être enceinte de 7 mois, je sentais chaque os sous sa peau détrempée. Je la portai jusqu'au canapé, la couvris d'un plaid. Elle fixait le vide. Je préparais du thé. Elle ne le toucha pas. Je posai des questions. Elle ne répondit pas. Alors je restai là, en silence, veillant sur elle comme sur une inconnue dont j'aurais partagé l'âme autrefois. Quand Damien est rentré à l'aube, encore vêtu de sa blouse, il a figé en découvrant la scène.
Camille recroquevillée sur notre canapé, moi assise à quelques pas, les yeux cernés de fatigue. Ils ont lancé un mandat, dit-il dans un souffle en m'attirant dans la cuisine. Fraude, dons détournés, le fonds Lagrange, santé émergence, plusieurs entreprises. Les plaintes se multiplient. Je me suis tournée vers le salon. Camille dormait, ou plutôt s'était effondrée. Elle n'a plus rien d'Amiens. Plus d'argent, plus de maison, plus de réputation. Il hocha la tête. Et ce n'est plus notre problème. Elle a manipulé des familles endeuillées. Elle a volé sous de faux prétextes. Elle doit assumer. Il avait raison. L'héberger plus longtemps ferait de nous des complices. Lorsqu'il partit travailler, je préparai un petit déjeuner. Du café, 2 tartines. Camille ouvrit les yeux. Je posai l'assiette devant elle. « Damien veut que tu partes avant midi. » Elle hocha la tête sans protester. « Je vais aller où ? Tu pourrais te rendre, assumer ce que tu as fait. » Elle émit un rire amer. « Ils vont m'enfermer. » Peut-être pas, mais fuir ne fera qu'aggraver ta situation. Elle leva les yeux vers moi. Un producteur de documentaire m'a appelé hier. Il veut filmer notre histoire. Toi et moi. Le mensonge, la chute, la rédemption. Il offre une avance. Je la fixais, incrédule. Même maintenant, elle pensait en termes de récit, de mise en scène, d'attention. Camille, ce n'est pas un problème d'image. C'est une faute grave. Tu as menti à tous ceux qui t'aimaient. Tu as exploité la douleur d'autrui pour valoriser ta fondation. Pour la fondation, justement. Que tu contrôlais et qui t'a permis d'accéder à des donateurs influents. Je me penchai vers elle. Arrête de te mentir. Son regard changea. Une lueur de lucidité. Que veux-tu ? Que je me flagelle ? Que je pleure et que je te supplie ? Est-ce que ça te soulagerait ? Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de toi, de ce que tu es devenu. Sa voix monta, chargée de colère. Tu crois être parfaite, avec ton mari parfait, ton job parfait, ton intégrité parfaite. Tu n'as jamais fait d'erreur, toi, jamais glissé. J'ai fait l'erreur de te suivre dans ton théâtre trop longtemps. Elle recula, comme frappée. Tu m'as utilisé, Camille. Chaque crise, chaque appel au milieu de la nuit, chaque besoin urgent coïncidait toujours avec mes moments clés. C'était calculé. Elle trembla. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Peut-être que je ne sais plus où finit la scène et où commence la vérité. Tu dois te faire aider, par de vrais professionnels. Pas des likes ni des commentaires. Elle détourna les yeux. Je voulais juste me sentir spéciale. Avant que je ne puisse répondre, on frappa à la porte. Un coup sec. Par la fenêtre, j'aperçus une voiture de police. Camille se leva d'un bond paniqué. Ils sont là. Elle voulut fuir par l'arrière. Je l'ai attrapée par le bras. Ne fais pas ça. Tu empirerais ton cas. Elle se débattit. Je t'en supplie, Sarah. Je ne peux pas y aller. Je dirai que tu es venue de ton plein gré, que tu coopères. Ça peut aider. Elle s'affaissa contre le mur, épuisée. Tu me vois comme un monstre ? Non, je te vois comme quelqu'un de perdu. Et je n'ai plus la carte. Les heures suivantes passèrent dans un flou étrange. J'ai donné ma déclaration. Les policiers ont lu les chefs d'accusation. Camille, les traits figés, a suivi sans résister. J'ai promis de témoigner, de dire ce que je savais. Mais j'ai fait un choix. J'ai raconté une version allégée. J'ai parlé de la fausse couche, du déni, du glissement progressif dans une illusion. J'ai mentionné les actions concrètes de l'association, les femmes aidées, les équipements livrés. Je n'ai pas parlé de la lettre à Madame Lagrange, ni du carnet, ni du moment où Camille a reconnu que tout cela était prémédité. Était-ce du parjure par omission ? Peut-être. Moi, j'ai appelé ça un dernier acte d'amitié. Camille a accepté un accord avec la justice. Pas de prison, mais une mise à l'épreuve stricte, remboursement partiel des sommes, service communautaire et traitement psychiatrique obligatoire.
L'association a été dissoute. Ses fonds restants redistribués à des structures reconnues. Le jour de mon témoignage, j'ai croisé son regard dans la salle d'audience. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas souri. Elle a simplement hoché la tête, comme pour dire merci sans un mot. 6 mois après cette journée qui avait tout déclenché, j'ai reçu une lettre cachetée depuis le centre thérapeutique. Sarah, ils me disent qu'écrire est une étape. Reconnaître les torts. Exprimer un remords authentique et non une mise en scène. Je ne suis pas certaine de faire la différence. Je ne suis pas certaine de savoir qui je suis sans public. Mais je sais une chose, tu m'as sauvée. Pas en me protégeant, en me confrontant. Pas comme une amie, comme une sœur. Je ne t'attends pas, je ne réclame rien. Mais je voulais que tu saches, dans les débris de tout ce que j'ai brisé, il y a enfin une vérité que je comprends. Être vu n'est pas la même chose qu'être connu. Camille. J'ai rangé la lettre dans une boîte à souvenirs. À côté d'un vieux bracelet d'amitié, de quelques photos d'enfance, et d'un morceau de ce châle bleu que j'avais inventé pour percer le mensonge. Puis j'ai conduit jusqu'à cette grange rénovée où avait eu lieu la fête. Elle était vide maintenant, silencieuse, baignée de lumière dorée. Je me suis assise sur les marches, seule, en regardant les feuilles d'automne tomber doucement autour de moi. Et j'ai pensé à toutes les choses invisibles qu'on choisit de ne pas voir chez ceux qu'on aime. Elle m'a appris une chose. Certaines personnes mentent par amour. Mais d'autres mentent parce qu'elles aiment le mensonge plus que la vérité. Et vous, avez-vous déjà ignoré les signes dans une amitié? Préféré les illusions réconfortantes aux vérités douloureuses? Si ce récit vous a touché, pensez à liker, commenter et vous abonner. Parce que parfois, les histoires les plus bouleversantes commencent avec ceux qu'on croyait connaître.